Le thème, c'est ce que l'IA peut vraiment changer donc, dans votre organisation, dans votre productivité, dans votre entreprise. Et c'est vous montrer que vous perdez de la marge chaque jour où vous ne l'utilisez pas, vous ne l'implémentez pas plus profondément dans vos process. Donc ça, c'est un peu le plan de la présentation qui doit durer environ 45 minutes. Donc déjà, on va essayer de parler de vous, comme ça, vous pouvez un peu, vous êtes déjà présenté, mais rebondir si ça fait allusion à des choses sur vos activités pendant la présentation. Je vais me représenter. On va essayer de cerner un peu votre niveau actuel en IA. On va avoir des concepts clés, des familles d'outils. On va voir ce que c'est que la vision d'architecte. Architecte IA, c'est un peu le poste que je me suis donné, mais la vision d'architecte, en tout cas, sur les process de son entreprise, la cartographier, des exemples concrets, et puis voilà, une petite conclusion. Alors du coup, le postulat de base, c'est vous. C'est quel type d'entrepreneur êtes-vous? Donc, cette présentation, elle est adressée plutôt à des dirigeants ou des cadres dans des TPE, PME, ou même à des solopreneurs, ça peut fonctionner aussi. Parce que en tant que solopreneur, on fait tout seul, donc vaut mieux se délester un maximum des tâches répétitives, de la double saisie, de ce qui apporte pas le cœur de la valeur dans ce qu'on fait. Et donc pour ça, l'IA sera votre allié. Le postulat également, c'est que vous connaissez très très bien comment fonctionne votre activité, quels sont les différents pôles, même si vous les faites tous, quels sont les différents process. Et c'est ça qui est important. C'est pas la technique, maîtriser un outil. En fait, justement, avec l'IA, c'est que la technique, c'est devenu une commodité. C'est-à-dire que en quelques questions, en quelques heures, devant un chat, devant un LLM, n'importe qui peut avoir une posture très technique sur n'importe quel sujet. Que ce soit sur du code, sur de l'architecture, sur de la finance. On peut accéder à l'information de manière quasi directe. Donc, ce qui a de la valeur, c'est pas l'expertise, mais c'est l'architecture et la structuration de votre organisation. Le postulat également, le dernier, c'est que vous avez fait vos premiers pas avec l'IA sans être des experts techniques. Et c'est pas grave. Moi, je m'appelle Tanguy. J'ai créé une première entreprise en 2022 qui s'appelle Capote de verre. Et le produit de base, c'était, comme son nom l'indique, une protection pour mettre sur les verres, pour éviter qu'on subisse le fait de se faire droguer ou de renverser son verre. Et puis voilà, ce produit, il a bien marché. C'était un peu un projet, j'étais en fin d'études à ce moment-là. Donc ça a pris. Et puis du coup voilà, on a itéré, l'équipe s'est agrandie, on a eu des stagiaires, des alternants, puis des vrais recrutements. Et puis voilà, on a ajouté d'autres produits, des tests pour détecter la drogue, des éthylotests, des bouchons d'oreille. Maintenant, on se positionne un peu comme la marque leader, là, même on essaye en France, en Europe, sur les produits de prévention en milieu festif. Voilà, ce qui marche bien, c'est surtout la personnalisation. On vend à la gendarmerie nationale, l'assurance maladie, plein de préfectures, des villes. Et ce qu'ils aiment bien, c'est pouvoir personnaliser des produits de prévention. Donc ça, c'est ma première, aventure entrepreneuriale. Et très vite, vu que j'ai, pour utiliser des termes de start-up, bootstrappé, c'est-à-dire que moi, j'ai mis 5 000 € dans cette entreprise initialement, j'ai jamais reçu d'autre argent que ça. Donc, tout le chiffre d'affaires, aujourd'hui, ça fait environ 500 000 € de chiffre d'affaires. C'est rentable. Et tout ça, il a fallu aller le chercher avec l'argent des commandes précédentes. Donc, avoir une organisation très stricte, avoir une vision très claire de ce qui est fait et éviter de perdre du temps, des heures, donc de l'argent, à faire des choses qui n'étaient pas fondamentales pour développer l'activité. C'est comme ça que j'ai appris à entreprendre, c'est par l'IA, voilà, comment on fait pour aller plus vite, aller plus loin et ne pas faire des tâches qui nous ralentissent. Et donc c'est pour ça que en ayant fait ça, au début, je le fais de manière un peu innocente, c'est-à-dire que au final, je demandais à ChatGPT, puis à Claude, puis directement dans le terminal sur Claude Code, plus récemment, comment implémenter telle et telle chose. Et je me suis rendu compte que petit à petit, mes devis s'envoyaient tout seuls, mes factures se créaient en un clic. J'avais un formulaire pour envoyer des échantillons aux clients et directement que mes étiquettes d'expédition s'impriment toutes seules.
J'avais des brouillons de réponses à mes emails et que comme ça, je commençais à automatiser plusieurs process. Ça a commencé à un petit peu... Moi, je suis au Sextant, je sais pas si vous connaissez, c'est une pépinière de Grand Paris Sud. Ça a commencé à intéresser les gens, les voisins en fait, les gens autour de moi. Et c'est pour ça que l'année dernière, il y a 1 an et demi, en début 2025, j'ai créé Tanguia. Donc je me suis pas pris la tête sur le nom, j'ai pris mon prénom, j'ai mis de l'IA, voilà, Tanguia. Et voilà, que j'ai commencé aussi à proposer ça à des entreprises dans le bâtiment, à des cabinets RH, des sociétés d'enrichissement de leads, un petit peu de performance commerciale. Et voilà, et puis maintenant, du coup, je fais pas mal d'interventions de ce type-là dans des réseaux d'entreprises aussi. Et donc, des accompagnements pour déployer l'IA dans les process. Vraiment la notion de process, c'est ça qui est important. On s'en fiche de la technique, de comment on va le faire. Ce qui compte, c'est comment est architecturée mon entreprise. Donc ça, j'ai fait une petite pyramide pour vous aider à vous situer. Où est-ce que vous êtes là, pour le coup, on va dire techniquement, sur votre usage de l'IA. Donc tout en bas, la base, c'est les réfractaires, les personnes qui l'utilisent pas du tout. Donc j'espère que personne n'en est à ce niveau. Le niveau 1, et celui auquel je vous invite à ne pas rester, c'est celui de l'usage gratuit. Ah bon, je vais sur ChatGPT un petit peu, c'est gratuit. Je vais sur Gemini, c'est gratuit. Voilà, je reformule des idées, des emails, je fais des petites recherches, mais ça s'arrête là. Bon, c'est bien pour commencer, mais c'est pas en phase du tout avec le changement anthropologique qu'on est en train de vivre. Mais allez-y. Alors, tu peux me dire tu déjà, excuse-moi, moi j'ai tué tout le monde. Bien sûr, bien sûr. LLM, c'est quoi? Large Language Model, c'est le fait de chatter. C'est le chat. Et à partir de quel niveau l'IA il vaut mieux utiliser payante? Donc c'est oui, donc Dès le début. Non mais je comprends. Mais là c'est dans cette pyramide, c'est N2, c'est ça? Ouais. Pourquoi il faut la payer? Déjà, c'est parce que ça va être plus performant. Mais vous allez me dire, oui, mais comment je sais si cette IA est la meilleure par rapport à mes cas d'usage? Comment je sais si ça va me convenir? Est-ce que je veux soutenir un modèle français? Je veux utiliser Mistral? Et c'est là où il faut passer au niveau 2. C'est qu'il faut avoir une approche un petit peu d'itération sur ça. Il n'y a jamais d'engagement sur ces outils-là. Vous payez 20 €, payez même 90 € sur Claude. Hein. Il y a un abonnement, il est très cher, vous voyez, parce que je sens qu'il y a une différence là-dessus. Je teste 1 mois, 2 mois, j'enlève, je passe à un autre outil, mais j'ai cette démarche d'apprentissage, de tester différents outils. Puis ça peut être, on verra, il y a plusieurs familles d'outils, c'est une série d'après, ça peut être des LLM, mais il y a aussi des outils sur la photo, la vidéo, il y a des outils sur la création de podcasts, sur la musique, il y a plein de choses à faire. Mais voilà, ayez cette approche, croisez plusieurs outils, plusieurs LLM. Il y a quelque chose qui s'appelle Open Router que je pourrais vous montrer aussi, c'est vous utilisez plusieurs en même temps. Mais voilà, ça c'est plutôt les exemples. Le niveau 2, c'est quand vous commencez à avoir cette approche. Vous commencez à vous dire, bon, je vois que ça me fait gagner du temps. Vous commencez à comprendre qu'on peut mettre des connecteurs, qu'on peut connecter ses mails, qu'on peut connecter son agenda, qu'on peut connecter un outil pour créer des présentations comme celle-ci. Plein d'autres outils pour enrichir des leads, selon votre activité, qui sont connectables au LLM. Vous allez comprendre la notion de skills, de projets qui vous permettent de faire des choses beaucoup plus personnalisées. Mettre votre charte graphique dans un skills, par exemple. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous créez un document, le Claude, ChatGPT ou whatever, c'est ce qu'il y a. Vous avez comme charte graphique. Donc, le document PDF que vous allez sortir, il aura déjà la mise en forme que vous souhaitez. Donc ça, c'est un truc un peu bête, mais ça fait gagner énormément de temps. Une fois que vous avez cette approche, vous avez connecté à plusieurs outils, vous en avez testé des différents, vous avez un petit peu creusé les petites options, les petits paramètres de chacun, et le niveau du dessus, c'est un peu la vision plus architecture, c'est passer au mode workflow. C'est-à-dire, ok, je sais que ma facturation, elle me prend un temps fou. C'est quoi toutes les étapes de ma facturation? C'est quoi les données que j'ai besoin pour facturer? Et comment je vais faire pour automatiser le plus possible ce processus-là?
Et donc ça, au début, vous allez le faire pour 1, pour 2, pour peut-être vos 3 process principaux. Et l'idée, c'est de le pousser le plus loin possible. Ça implique de standardiser votre manière de travailler. C'est-à-dire que ça peut pas être la même chose, deux choses différentes le lundi et le mercredi. Et il faut que les process ils soient clairs, donc documentés. Et ça, il y a des outils, donc pareil, on va voir après, il y a N8N, ça peut se faire aussi en 100% en vibe coding, comme on dit. Mais ça peut être des outils beaucoup plus simples aussi à l'usage, un peu no-code là pour le coup, comme Make. Mais cette logique d'automatiser, faire en sorte que les choses avancent même quand vous dormez, finalement. Et puis après, là, c'est le niveau un petit peu maximum, c'est-à-dire, bon, bah, j'ai mes outils. En fait, l'IA, elle est tellement puissante aujourd'hui que n'importe quel outil que vous utilisez, je sais pas, par exemple, même Notion, c'est sûrement que vous utilisez ça, et ben, je dis pas que c'est une bonne idée, mais je dis que c'est possible, c'est que n'importe quel outil, en fait, le code n'a plus de valeur, parce que on peut, avec de la description en langage naturel, comme on le fait là, produire des logiciels, mais vraiment à souhait, personnalisés pour notre usage. Donc là, c'est aussi un peu une logique quand on est une plus grosse entreprise, c'est comment on fait pour se détacher de la plupart ou une bonne partie des abonnements qui nous coûtent cher et qu'on veut plus, pour avoir des outils maison personnalisés, donc souverains, qu'on héberge là où on souhaite, en local ou dans une juridiction qui fait sens pour nous. Et donc là, ça permet d'avoir un plus haut niveau de souveraineté, ou à défaut, choisir des outils open source qu'on peut héberger pareil là où on souhaite. On parlera de N8N plus tard. Et puis après, il y a aussi la notion, comme je disais au tout début, ce qui rend une réponse d'IA qualitative, c'est d'une part la puissance du modèle. Aujourd'hui, ils sont tous très puissants. Mais d'une autre part, l'instruction, mais surtout le contexte qu'elle vous connaisse, sa mémoire en fait. Qu'est-ce qu'elle sait sur votre boîte, qu'est-ce qu'elle sait sur vos process, sont-ils documentés, qu'est-ce qu'elle sait sur vos clients, qu'est-ce qu'elle sait sur l'action que vous êtes en train de mener. Tout ça, ça permet de constituer une base mémorielle et du coup de sans cesse améliorer la qualité des réponses que vous avez parce que vous lui fournissez. Donc ça, c'est construire une mémoire personnalisée, souveraine. C'est une architecture de fichiers. Faut pas voir que ça comme quelque chose de très très dur. Mais c'est des documents en Markdown. Ça peut être des documents PDF, on s'en fiche. Mais qui caractérisent votre business, votre entreprise et qui s'enrichit à mesure que vous utilisez l'IA. Ça, c'est une courbe d'adoption assez classique qu'on voit dans les cours d'économie. Mais quand il y a faut plus croire que c'est une innovation. Si je faisais ça il y a 2-3 ans, ok, bon bah c'est nouveau, faut l'adopter. Là, la plupart des entreprises, la majorité précoce, elle est passée. La plupart des entreprises, ils ont au moins un agent, ils ont au moins des premières briques d'IA qui sont adoptées. Maintenant, on est plutôt là dans la partie des suiveurs et voire, je dirais même aux États-Unis, c'est directement retardataire parce que la logique de workflow, la logique d'automatisation, de ce nouveau paradigme dans la manière de travailler, c'est complètement adopté. Et ici, il y a des choses, je le fais de plus en plus pour des boîtes, pour moi, mais je vois que c'est pas encore la manière normale, je dirais, de faire les choses. Il y a beaucoup encore de double saisie, il y a beaucoup de choses qui sont répétées, de process qui, pour moi, ne devraient plus avoir lieu parce que ils peuvent être faits seuls, quoi. Enfin, sans vous. Ou avec beaucoup moins de temps humain. Là, on va voir les concepts depuis le début. Donc, tu as demandé c'était quoi un LLM. Donc ça, c'est plutôt la partie IA. C'est le cerveau, ce qui va permettre le chat, en fait, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous envoyez un input, il y a un prompt, et ça vous sort un output. Donc, c'est ce qui va permettre d'être très flexible dans la génération de réponses, adapté à un contexte. Et ça, c'est la partie cérébrale, on va dire. Mais ce qui va faire que vos process ils vont pouvoir s'exécuter seuls, c'est que vous mettez des bras et même un système nerveux à ça. Et ça, c'est plutôt une logique d'automatisation. Et donc, il y a plein d'outils d'automatisation, du plus trivial comme Zapier à quelque chose d'un peu plus élaboré comme Moi, j'ai essayé, j'ai rien compris. Je suis là pour ça. Mais J'ai pas trouvé ça si trivial que ça.
Mais il y a Zapier, il y a Make. En fait, pour moi, on va dire du plus débutant au plus expert, il y a Zapier, il y a Make qui sont des outils en cloud. Donc, niveau des données, pour des entreprises, ça peut être un peu plus gênant parce que les données transitent par ces outils-là. Il y a N8N qui est un outil allemand et qui est extraordinaire parce qu'il est open source. Donc, on peut le faire tourner absolument où on souhaite. Ça se fait comment? Un N, un 8 et un N. D'accord. Mais ça, par exemple, ça, c'est un peu le chinois, parce que concernant l'automatisation, donc c'est quoi? C'est aussi de l'EA, N8N par exemple? Non. En fait, N8N, c'est un orchestrateur. C'est que du code. En fait, c'est du code d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que vous allez voir plutôt des briques, mais j'ai des exemples juste après, je vais vous montrer. D'accord. Vous allez voir plutôt des briques, mais en fait, sous-jacent, c'est du JSON, c'est du JavaScript. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez donner une action. Par exemple, vous avez besoin de faire votre veille tous les lundis et que tous vos collaborateurs reçoivent un mail avec une veille très précise sur votre domaine. Bon, vous pouvez vous inscrire à des newsletters, mais ça va être leur veille. Alors que vous, par exemple, vous pouvez dire, ok, vous mettez un trigger, un déclenchement tous les lundis à 9h. Ensuite, vous faites déclencher une action d'une IA qui est bonne pour la veille, par exemple Perplexity. C'est très bien pour chercher des sources. Vous mettez un gros prompt qui part dans chaque semaine, très élaboré par rapport à votre activité, que vous avez travaillé. C'est pas évidemment, ça se fait pas. Faut de l'humain. Les gens qui disent tout le monde va se faire remplacer, etc. Moi, je crois pas du tout. Et ensuite, le Perplexity, vous pouvez mettre une autre IA, par exemple un ChatGPT qui va faire la mise en forme en HTML pour que vous ayez un joli mail. Vous allez tirer les sources. Donc, il y a plein de données intéressantes pour votre boîte que vous avez sourcées grâce à ce workflow. Après, vous le mettez en forme et après, vous l'envoyez en email ou même en WhatsApp. Et en fait, c'est cette logique-là. C'est un déclenchement, des actions. Après, on le met dans le CRM ou on l'envoie à un collaborateur. On retraite, on fait un nœud de code pour extraire un peu de données. Voilà. Ça peut être très complexe ou très simple. Mais c'est l'idée d'orchestrer des flux sans votre intervention. Donc, si je fais un parallèle, c'est-à-dire que c'est quand, par exemple, on fait, je sais pas, Instagram et on dit qu'on a besoin de poster avec, je sais pas aujourd'hui, mais demain, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais même ce qui est possible de faire, c'est se dire, ok, je sais que je vais poster tous les mardis à 17h sur Instagram. Je pousse le truc, hein. Mon sujet, j'ai entendu, c'est la naturopathie. Je vais lancer une IA qui peut faire une recherche sur un post sur comment faire un certain type de massage et quels bénéfices ça a. Ça va générer un petit texte pour ma description Instagram. Ensuite, par rapport à ce texte, je vais lancer un modèle de génération d'images comme Nano Banana qui va me créer une image IA sur ce thème spécifique et je vais programmer mon post avec cette image et ce texte. Et il va se poster. Ça existe, c'est possible, plein de gens font ça. En fait, il faut avoir plusieurs outils IA, donc, parce que là, vous avez déjà parlé de ChatGPT, Claude, Perplexity, Nano Banana, donc et c'est là, c'est là, vous allez voir, pareil, j'ai des exemples après, il n'y a pas besoin de se créer un compte à tout ça. Il y a des plateformes qui permettent de Open Router, je le disais, gérer tous les LLM. Il y a des plateformes qui font la même chose pour les images. Vous créez 1, 2, 3 comptes et globalement, vous pouvez tout gérer. Excuse-moi, du coup, Zapier permet de faire le parallèle entre ces IA-là, c'est ça? Zapier, enfin, ces outils. Donc, N8N. Moi, je suis quand même très, on va dire, j'ai beaucoup poussé plutôt N8N, mais il y a Make, Zapier, N8N. En fait, ce qui compte, les outils, la technique, c'est un choix. Ça se choisit en fonction de vous, de la simplicité, de la lecture que vous voulez avoir sur ça. Est-ce que vous voulez le faire tout seul? Est-ce que vous voulez faire appel à quelqu'un? Vous pouvez même le faire à 100% code, mais ce qui compte, c'est votre process. Et ce qui est sûr, c'est que je sais que toutes les semaines, je veux poster un post sur la naturopathie sur Instagram et je veux le faire de cette façon-là, que ça parle de ça. Le mardi, je veux faire un carrousel, le jeudi, je veux faire une vidéo. Ça, c'est mon process. Après, comment on le fait? Il y a plein de solutions. Là, il y a du coup 4 familles d'outils. On va insister sur la première. Pour moi, ce qui compte, c'est la voix et la transcription, parce que on n'a plus le temps de taper, parce qu'on est là pour avoir quand même des conversations très profondes, très complexes, très riches, avec plusieurs IA. Donc, il faut parler, il faut pas taper. En plus, il faut avoir cette logique, comme je disais, de mémoire.
Il y a plein d'outils qui font ça, Nuta, Fireflies, Upmeet, et il faut enregistrer ces réunions. Avoir ça sur son téléphone, ça se connecte automatiquement à chaque Google Meet, à chaque Microsoft Teams. Mais il faut pouvoir garder la transcription de ces réunions avec ses partenaires, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec qui vous voulez, pour pouvoir les charcuter par la suite avec l'IA. Et en fait, vous avez... mais je parle pas d'avoir un compte-rendu. C'est très bien d'avoir le compte-rendu. Non, c'est je balance toute la transcription et dire, OK, mais limite, vous pouvez faire un profil psychologique de tous vos collaborateurs. Dire, ouais, il s'exprime comme ça, qu'est-ce que ça soulève réellement? Mon fournisseur, je lui ai posé telle question, il a été un peu hésitant. Je note qu'en parallèle, les prix de ça augmentent. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Et ça fait peur, hein? Ah ouais. Un peu quand même. Mais si vous le faites pas sur les autres le feront sur vous. Oui. Mais du coup, en fait, ces enregistrements, ça m'intéresserait pour lesquels on peut utiliser, comment on les connecte Ça, sur Zoom ou Google Meet. Ça, pour le coup, c'est très facile. C'est des outils qui coûtent pas très cher, peut-être une dizaine d'euros. Et puis, vous mettez votre compte Google et ça, franchement, c'est plug and play, quoi. Vous y allez et puis vous inscrivez. Nuta, c'est très bien. Fireflies, Upmeet, il y en a plein. Franchement, il y en a plein et ça se connecte tout seul à vos rendez-vous. Vous recevez vos comptes rendus soit sur la plateforme, soit par email. Et c'est top. C'est bien pour les retravailler. Ou même, moi, je vais vous dire, dans ma société à Capote de Verre, tous les appels de prospection, tous les rendez-vous commerciaux, toutes nos réunions sont stockées, sont enregistrées. Imaginez la valeur que ça a au bout de 6 mois, au bout d'1 an, que vous n'analysez pas une transcription réunion, mais toutes celles de l'année et tout ce qui s'est passé. Oui, ça permet d'avoir une synthèse. Oui, mais en fait, par exemple, Zoom, maintenant, je ne sais pas, il propose enregistrer automatiquement. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des limites. Bah, la limite, c'est que Parfois, c'est on sur connaît Zoom. pas. Du moment que c'est dans une autre langue, c'est un peu compliqué. Ah, normalement, ça va, il gère bien, à part si vous parlez un dialecte de la Malaisie, mais si c'est des langues un peu européennes, ça devrait aller. C'est pas européen, c'est plutôt les langues slaves, par exemple. Donc, Je pense le russe, ukrainien, tout ça, ça passe bien encore. bah, je crois que non. Bah, j'ai testé, donc ça n'a pas marché, donc il n'a pas reconnu. Ok. Bah, faut voir, il faut peut-être activer certains paramètres, détection de la langue, mais je pense que, du coup, là, faut chercher un peu, mais c'est pas une barrière. Je veux dire, ils utilisent l'IA. Bien, mais après, voilà, mais ça m'intéresserait ce sujet. Faut juste peut-être trouver le bon outil. Dans ce cas, peut-être une recherche un peu plus spécifique à faire, mais ça existe. Mais on est d'accord que tout ça, c'est payant, tous ces outils. Pareil, vous pouvez l'avoir, alors, totalement gratuit. Je pense pas, vous pouvez l'avoir. En fait, soit vous prenez pas la tête, vous payez 10, 15 euros par mois et ça va se connecter tout seul. Soit vous faites alors, ok, ce qui va être payant, c'est le coût de l'IA qui interprète le son pour créer du texte. Mais du coup, ces entreprises-là qui font ces outils, elles marchent fortement sur le compute en fait que ça coûte vraiment sur les tokens. Et du coup, vous pouvez faire un peu votre orchestrateur qui, quand j'ai une réunion, se connecte et déclenche et faire un workflow en fait. Mais au final, vous allez peut-être un peu galérer techniquement pour un truc à 10 balles par mois. Vous savez, il faut arbitrer parfois. Oui, non, c'est sûr. Et donc, même moi qui sais le faire, il y a des trucs, je me dis, tiens, ça, je pourrais le développer moi-même. Je me dis, bon, vas-y, ça me coûte 20 euros. Le développer, ça va me prendre une après-midi. Et puis, si j'ai un bug, je vais devoir revenir dessus et le maintenir. Non, ce truc-là marche, il est pas si cher, c'est OK. Par contre, si le truc est très cher et que je vois que ça n'a pas beaucoup de valeur, je fais OK, je le paye, je le fais moi-même. Pourquoi m'embêter? Moi, je n'ai pas beaucoup de réunions, tout ça, parce que je fais de la production, donc je suis les mains dans la pâte. Par contre, il m'arrive beaucoup de réfléchir à voix haute. Et ben, quand je passe beaucoup par l'écrit, mais j'ai pas toujours le crayon et le carnet à côté de moi. Qu'est-ce que je peux utiliser à la place qui pourrait être intéressant? Moi, j'ai Upmeet. Upmeet, c'est bien parce qu'il y a l'application sur le téléphone et on peut directement appuyer, s'enregistrer. Ouais. Et après, ça crée. C'est comme un dictaphone, en fait. C'est comme un dictaphone, sauf que ça produit un document de transcription. D'accord. Et ça, après, du coup, vous l'envoyez à votre chat GPT, dites voilà les idées que j'ai eues, qu'est-ce qu'on en tire, est-ce qu'on en fait une synthèse, quelles actions, etc.
Mais après, sur le téléphone, il y a des choses qui sont préinstallées. C'est du style Keepnote ou quelque chose comme ça, ou un enregistrement. Je crois que sur Android, sur iPhone, la transcription, elle permet pas d'avoir du texte, mais quelqu'un m'a montré sur un téléphone Android Moi, j'ai un iPhone, donc. qu'il donnait ça, ouais. Je pense qu'il y a des applis où tu peux t'enregistrer, il te fait la transcription aussi. Moi, Déjà sur le téléphone. c'en est une. Non, mais tu vois, moi, typiquement, c'est quand je suis les mains dans la pâte, il faudrait que je puisse faire une automatisation du style tiens, j'ai une idée, enregistre ce que je suis en train de raconter et transcrive-moi. Mais ça, Je je sais pense pas que si c'est ça. avec l'IA. Mais Parce de que toute façon, quand j'ai les à un mains pleines de moment beurre, je vais pas sur le téléphone ouvrir mon donné- téléphone. mais à un moment donné, il faut quand même que tu appuies sur un bouton. Ouais, J'en je sais pense rien. il faudrait juste, bon, Il y aura quand même cette action à faire. Hein. ou alors tu dis, peut-être, ça pourrait être une automatisation sur l'iPhone, ouais, Siri, active-moi ça, Voilà, etc. C'est par la commande vocale dans ce cas-là. Ce sera. Oui, voilà, Gemini aussi. Hein Tu peux parler à Gemini. Et après, ce texte-là, c'est à toi de le remettre dans l'IA derrière. Alors, moi, j'ai fait en sorte d'automatiser ça pour que toutes mes transcriptions soient stockées donc, c'est dans un outil qui s'appelle Airtable. Ouais. Et que par rapport justement à ce qu'il y a dans la transcription, après, ils choisissent dans un peu quel fichier, quelle base de données il va l'attribuer. Est-ce que c'est une réunion commerciale? Est-ce que c'est une réunion projet interne? Est-ce que c'est une réunion de prospection? Est-ce que c'est un appel de prospection? Beaucoup aussi utilisent un outil qui s'appelle AirCall pour passer des coups de téléphone et on peut tout enregistrer avec ça. Et donc ça, c'est la même logique. Et par exemple, je donne un exemple très simple, mais nous, ça nous a permis de trouver des nouveaux produits à lancer, les bouchons d'oreille, parce que sur plusieurs appels, les clients ont notifié ça et qu'à la fin, on analyse tout et l'IA, elle laisse aucun doute au fait qu'il faut lancer ce produit parce qu'il y a 4 clients qui en ont parlé. Donc, Et moi, j'ai du mal à comprendre concrètement comment tu arrives à le passer de Upmeet jusqu'à ton. jusqu'à l'IA. Ouais, ou Airtable ou à l'IA. Alors, tu disais. Upmeet, il va finir de faire la transcription. Il y a ce qu'on appelle des webhooks. Donc, ça permet d'envoyer, du coup, quand l'action est finie, la data et après l'attribuer. Donc là, on est dans la logique de workflow. Et sinon, il peut aussi t'éditer un document PDF. Un document PDF et tu le balances comme ça, un peu en mode drag and drop à la main, tu vois. Ouais, ça, tu dois le faire à la main par contre. Voilà, soit tu fais une automatisation, ou soit, mais de toute façon, analyser toutes tes transcriptions, a priori, tu le fais pas, c'est pas un process, tu le fais pas tous les matins. Donc, du coup, ça, tu le fais à la main. Mais tu vois, par exemple, là, sur ce que tu disais, d'utiliser ça dans des réunions, Ouais. et ensuite pour te sortir un compte-rendu, que l'IA pourrait réaménager pour te faire un mail de compte-rendu au client, au prospect, etc. Ouais, Ça, ça pourrait être quelque chose qui est automatique. ouais, ça peut se faire, ça serait très bien. Et comment tu arrives à le passer, tu vois, en fait, c'est ça, le passer d'un outil à un autre, c'est avec Zapier ou. C'est tout l'intérêt de ces outils-là. C'est que quand une tâche, c'est la notion de webhook, quand une tâche commence ou se termine, il y a toutes les données, la métadonnée, c'est-à-dire l'heure à laquelle ça commence, le texte qu'il y a, comment le document audio, la transcription qui a été. Tout ça, ça fait un paquet de données qui est envoyé. Et toi, après, tu prends juste les variables qui t'intéressent et tu fais ton chemin avec. Ok, donc en fait, ça, tu le paramètres dans les outils comme. Moi, N8N, ouais, plutôt N8N, j'aime bien ça. Ouais. Ça, c'est un outil qui est payant tous les mois et que tu vas pouvoir paramétrer. Eh ben non, N8N n'est pas payant, il est open source. Ok. Et donc, il est gratuit. Le seul truc qui sera payant, c'est le serveur sur lequel, donc, soit vous faites ce qu'on appelle un VPS. Là, on rentre dans la technique. Hein. Un VPS, c'est un serveur donc ailleurs que dans votre bureau. Hostinger, c'est très connu pour ça. Ça coûte 10 € par mois. Mais vous pouvez être plein d'autres choses que N8N sur votre Hostinger. C'est juste que vous avez de la puissance de calcul allouée pour une dizaine d'euros par mois. Et cette puissance de calcul peut servir à faire tourner N8N et d'autres logiciels. Et autrement, si vous avez un serveur local dans votre entreprise, N8N peut être là, même sur votre ordinateur. Le problème, si vous le mettez sur votre ordinateur, c'est que quand l'ordinateur sera éteint, ça va pas marcher. Alors que quand on le met sur un serveur ailleurs, ça marche 24 heures sur 24. Ou un serveur dédié dans une entreprise aussi. C'est ça, la différence. Mais N8N est donc en quelque sorte gratuit. Mais il faut juste payer de quoi le faire tourner, quoi. Et créer ce workflow-là pour des personnes débutantes, ça peut se faire ou. Honnêtement, tu vas un peu te casser les dents pendant 3-4 mois. Après, tu vas devenir un peu. En fait, c'est comme tout, quoi. C'est comme tout. C'est pas. Moi,
Je veux dire, je suis pas un génie, tu vois. Je sais le faire, j'ai appris à le faire, et donc, Voilà. donc voilà. Du coup, je voulais montrer ça. Comment expliquer à un public d'entrepreneurs franciliens qu'il est impératif d'utiliser des outils de commande vocale afin de produire des idées, du contexte, des éléments détaillés et les fournir à un LLM et que les actions soient traitées par le flux de la pensée, par le flux de la voix et non pas par la lenteur qui peut être mise en tapant au clavier. Grâce à ce type d'outils, il est possible de faire de longues tirades, d'explorer des idées profondes, de prendre une pause, d'ajouter, d'incrémenter des nouveaux éléments à sa pensée et le texte sera toujours fidèle à ce qui a été prononcé et l'exécution grâce à la transcription et au LLM sera d'autant plus rapide. Combien de temps ça vous aurait pris à taper ça? Donc ça, c'est un exemple de commande vocale. C'est sur quel outil? Oui, c'est ça. J'ai Ah. posé la question. Vous voulez tous mes secrets, hein. Ça s'appelle Voice Inc. Ok. Ça coûte 25 € une fois. Il n'y a pas d'abonnement. Et après, c'est la puissance de votre ordinateur qui fait la transcription. Il n'y a pas d'appel à une IA extérieure. Et ce voicing, on peut l'utiliser sur l'ordinateur et sur le téléphone? Non. Que sur l'ordinateur? Sur votre téléphone, a priori, vous avez déjà tout ce qu'il faut. En général, sur un clavier, il y a un petit microphone, un petit logo et vous pouvez le faire. D'accord. Mais je crois que je sais que dans Word, par exemple, on fait un enregistreur vocal, il le fait automatiquement. Dans quoi? Dans Word. Dans Word? Ah, c'est possible. Oui, oui, moi, J'utilise j'ai pas utilisé, Word, donc, mais Et Word, c'est payant. Ah, alors même. oui, mais si tu veux, si j'ai Word que j'ai payé déjà, je vais pas Voilà. aller payer Voice Inc en plus, alors que il y a la fonctionnalité de Word qui me permet de le faire. sauf que VoiceSync, c'est en fait ça s'active à l'endroit où vous avez cliqué sur votre souris. Vous savez, quand il y a la petite barre qui clignote un peu là, quand vous allez Oui. écrire. Ouais. Et du coup, que ce soit sur une recherche Google, que ce soit sur un LLM, que ce soit sur Word, que ce soit n'importe où sur une note, et bah du coup, ça va fonctionner, peu importe où vous êtes. Donc c'est un peu, et VoiceSync a ce truc aussi un peu personnalisable, c'est que moi, par exemple, je dis des trucs un peu bizarres dans mes activités, je vais dire capote de verre, mais je veux que ça s'écrive avec un 2. Ça, je peux le personnaliser. Je le fais une fois, et après, à chaque fois que je le dis, il va le faire en sorte que ça s'écrive comme ça. D'accord, c'est une application que tu payes une fois 25 € et après, donc, elle te fait ces choses-là. Exactement. Après, encore une fois, pareil, il y a toujours des alternatives, plus ou moins bien, gratuits. Il y a tellement de choix que c'est un tout petit peu complexe de s'y Non, mais retrouver. il n'y a pas de meilleur choix, vraiment, ça dépend de chacun. Tac, donc ça, c'était pour la partie voix. Ça, c'est pour les IA, donc comme je disais, c'est OpenRouter que je veux montrer. Prenez votre IA préférée que vous payez chaque mois, voilà, que vous avez choisi. Et après, si vous avez besoin d'utiliser d'autres, ne prenez pas un abonnement à chacune, utilisez plutôt ce type d'outil. Vous mettez 10 € de crédit, 20 € de crédit, ça va durer très longtemps. Et ça marche à la conso. Et peut-être un prompt, ça va vous coûter 15 centimes, 20 centimes, si c'est un gros truc, mais pas plus. Gemini, Claude, vous utilisez sûrement des LLM différents. Et là, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est possible de tous les utiliser en même temps avec un outil qui s'appelle OpenRouter. Donc, il faut mettre quelques euros de crédit, mais la consommation par requête est très faible. Même si vous mettez 10 €, ça va vous durer longtemps. Et là, ça y est, tous les univers sont possibles, c'est-à-dire que vous pouvez choisir absolument tous les modèles, que ce soit du ChatGPT, du Grok, du DeepSeek pour mélanger avec des modèles chinois, du Mistral, évidemment, tous les modèles de chez Mistral, pas seulement un. Voilà, même jusqu'à des modèles très niches que peu de gens connaissent. Si vous voulez même utiliser du Perplexity, tout peut se passer ici. Et vous pouvez donc exécuter un prompt avec plusieurs modèles en même temps, retirer toutes les expertises qui ont été produites par ces différentes IA pour ensuite les envoyer peut-être à votre LLM habituel. Et ça, dans le cadre, par exemple, d'analyses juridiques qui sont assez pointues sur des sujets très techniques, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une mixture d'agents, les avis de différents agents. Et comme ça, après, pouvoir extraire vraiment des analyses très fines ou des détails que la dépendance à un seul LLM vous aurait pas permis de repérer. Bah, c'est intéressant, mais par exemple, là, j'utilise ce routeur, donc je fais un seul prompt qui va après se répercuter sur plusieurs IA. Donc, je vais pré-choisir dans le OpenRouter. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'analyser, mais pas d'une manière manuelle, mais d'une manière automatique. Aussi. Quelles sont les différences et quelles sont les similitudes. Donc, comment on peut faire après donc, pour aller pousser Parce que, OK, après, il faut que... Bon, je le fais, par exemple, avec ChatGPT, je fais le prompt. Après, je fais copier-coller donc, dans Claude. Et après, je les compare. Je les compare visuellement. Manuellement, visuellement, je les c'est déjà trop bien. Voilà, mais ce qui m'intéresserait, c'est que voilà, j'ai fait ChatGPT, j'ai fait Claude, et j'aimerais bien que ça soit comparé. Donc, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quelles sont les différences, les similitudes,
pour que je puisse après et poser de critiques. Et ben ça, vous prenez VoiceSync, vous le dites à ChatGPT, vous exportez, c'est facile, vous cliquez en haut à droite et vous exportez, ça va faire un petit document, tout le chat de OpenRouter, donc toutes les réponses et la question, et vous balancez la pièce jointe à votre IA habituelle, dire voilà, les points forts, les points faibles, tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des trucs dont je te parle habituellement qui ont été repérés par des IA qu'on n'a pas parlé, est-ce qu'il y a des idées originales, paf. Ok. Et là, du coup, on commence à plus être dépendant à un outil, là. On est, Disons que j'utilise, mais d'une manière, voilà, comme je t'ai expliqué. en créant un compte à chaque fois. En créant un compte sur chaque j'ai fois. des comptes déjà, Ouais. voilà, donc... Après, je suis en version gratuite, donc pour le moment, je suis encore bien dans la version gratuite. Mais après, je veux bien passer à la version payante, mais pour le moment, je n'ai pas vu les différences. Ou je ne connais pas peut-être, parce que je n'ai pas vu, parce que je n'ai pas utilisé la version payante. Mais ça peut être, je ne sais pas si quoi, par exemple, ChatGPT, la version payante, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à la version gratuite? Bah, il faut payer pour le sentir, vraiment. Non, mais ok, ça je comprends. Mais par exemple, est-ce qu'il y a déjà 1, 2, 3, voilà, ça c'est différent, parce qu'avant on ne pouvait pas faire les dossiers. Maintenant, dans les versions gratuites, on peut faire Ouais, les dossiers. ChatGPT sont vraiment généreux Alors, il y a un truc fondamental, c'est que quand c'est gratuit, ils se donnent toutes les libertés sur vos données pour entraîner les modèles, pour les garder indéfiniment, etc. Quand on paye, ils disent bon bah on est un peu plus fair, on garde pas tout. Bon, moi j'y crois pas, je pense qu'ils gardent tout dans tous les cas. C'est ça. Mais bon, en tout cas, on sent déjà les limites. Est-ce que en version gratuite vous atteignez les limites? Oui, j'attends les limites. Ah, donc si vous atteignez les limites, bah déjà, ça c'est une bonne raison pour payer, c'est qu'on peut continuer. Oui, mais ça me fait faire ma pause. Parce que sinon, je passe toute la journée. Alors, je dis, ah, il y a une limite. Alors, ok, je me lève, alors je me promène. Ouais, c'est une façon de voir les choses, ouais. J'ai trouvé ça comme truc. Oui, donc je peux comprendre qu'il faut tester, mais voilà. Pour le moment, je ne suis pas convaincue encore par rapport à la nécessité d'aller vers une version payante. Mais comme je disais au début, c'est un changement tellement radical dans la manière de travailler que il faut même pas payer pour se dire est-ce que ça va vraiment être mieux, mais il faut payer pour tester. Payer un mois de ChatGPT, un mois Claude, voir ok qu'est-ce qui me convient le mieux. Et parce que les 20 € ou même les 100 € que si vous devez payer plusieurs outils que vous allez dépenser sur tout ça, mais vous n'allez pas du tout les voir sentir passer avec la productivité que vous allez gagner, la précision par rapport à vos concurrents que vous allez avoir, la mise en forme, des choses qui vont vous rendre plus productif, vous faire gagner plus d'argent. Et après, c'est très marrant, j'ai remarqué aussi que parfois je suis entre ChatGPT et Claude, mais il y a un jour où Claude me raconte mais que des bobards en fait. En gratuit? Oui, mais parfois il est très bien, mais parfois je dis mais c'est du délire. Mais carrément. Puis Claude, en plus, les modèles qu'il y a, parce que même Claude à 20 €, très honnêtement, vous allez être limité très rapidement, parce que Claude est très puissant. Il était tellement puissant que là, ils ont sorti un modèle qui s'appelait Fable 5, qui a été supprimé par le gouvernement américain parce que c'était trop puissant et qu'il y avait des problèmes, des attaques de cybersécurité qui pouvaient être faites avec ça. Et donc Claude, ce qu'il donne en gratuit, mais même ce qu'il donne à 20 €, on atteint très rapidement les limites. Très, très rapidement. Oui, Ah ouais, beaucoup plus que sur ChatGPT. Ouais. Moi, j'utilisais beaucoup Claude à un moment donné parce que j'aimais bien sa façon de. Et plus punchy. Oui, et puis c'était plus. Tu lui donnes le ton sur lequel tu parles, etc. C'est plus naturel. Mais t'es limité hyper vite. Ça m'a gonflé, je suis passée à ChatGPT. Tu vas beaucoup plus loin longtemps. Moi, je paye Claude à 90 € par mois. Alors, juste une question. Tous les abonnements avec tous les outils que tu utilises, ça te revient combien par mois? Après, ça dépend si je prends en compte juste mes abonnements sur la partie Tanguia, sur la partie capote de verre, mais peut-être il y a l'Emlist aussi, mais ça à enrichir des leads. Mais en fait, je vois pas ça comme une charge, en fait, parce que ça me fait gagner de l'argent. Non, mais je comprends, mais quand même, pour que je Peut-être puisse me mettre sur un montant. 500 € par mois. 500 € par mois. Mais j'ai une société où il y a 4 salariés aussi dessus, donc allez, peut-être si je faisais que l'activité IA, et encore même aussi pour ma propre culture, j'ai besoin de tester des outils et de prendre des abonnements, de les résilier. Mais bon, allez, franchement, avec un budget de 100 € par mois, vous pouvez faire des choses extraordinaires avec un budget de 100 € par mois. Voilà, n'ayez pas peur. Prenez un outil, c'est nul, vous avez payé un mois, vous arrêtez. D'accord.
Et par exemple, une autre question, quand on passe de la version gratuite à la version payante, est-ce que tout ce qui a été fait en amont C'est gardé, gratuite, c'est gardé, bien il sûr. peut comprendre Bien sûr. que c'est toujours moi, Ouais. que c'est pas une nouvelle personne. Et vous comprendrez beaucoup mieux parce qu'il est très limité en mémoire dans la version gratuite. Oui, mais je sais ma mémoire déjà. Pas la mienne, mais... Là, on les confond maintenant. Mais voilà, alors j'avais d'autres démos. Je sais pas, dites-moi si je dois accélérer, hein, parce que ça c'est... Alors allez, on va aller vite. Ça c'est de la génération d'images. Cette photo n'a jamais existé, hein. C'est pas moi. Enfin, j'ai envoyé un selfie, quoi, mais j'ai jamais eu ce costume, hein. Écoute, je sais pas combien écoute, mais la cravate verte, voilà, ça c'est des outils de génération d'images. On peut générer des vidéos comme ça. On va accélérer, voilà. Sur la base d'une image elle-même générée, en fait. Tout ça n'existe pas. Et on peut aller beaucoup plus loin. Moi, c'est pas ma spécialité. J'ai un ami qui fait des créations de publicité en IA, des trucs vraiment fous pour des marques de luxe. Ça c'est vraiment trivial. Bienvenue à tous. Ça, c'est un podcast. On va se pencher sur un dossier un peu inhabituel. On a mis la main sur une série de documents internes qui viennent Je trouve que ça va. Hein. Ça fait pas très efficace, et oui, c'est idéalisé. Mais le but, ce n'est pas d'être réaliste au jour 1, c'est de peindre une vision, de montrer ce qui est possible. D'accord, vu comme ça. Ils ne disent pas que c'est magique. Ils disent... Ça, c'est un podcast sur les bases de l'automatisation dans son entreprise. Vous pourrez y accéder à la fin. C'est avec un petit QR code. C'est une petite ressource que je vais vous donner. Mais vous voyez, on peut générer donc jusqu'à du podcast. Et ça, c'est peut-être la vidéo la plus importante pour comprendre vraiment un orchestrateur, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Bienvenue sur N8N, c'est-à-dire l'orchestrateur, c'est-à-dire là où l'IA va tourner à votre place pendant que vous dormez pour exécuter vos tâches. Ça se trouve, j'existais pas. Je vais vous montrer parmi les nombreuses automatisations dont je dispose dans ma propre entreprise, mais aussi qui tombent pour des clients. Celle-ci, qui est élémentaire, qui va parler à la plupart des entreprises, c'est-à-dire comment se génèrent en automatique tous mes devis et comment ils se mettent à jour également tout seul dans le CRM avec un brouillon d'envoi qui est directement prêt par email. Donc voici à quoi ressemble le workflow dans la technique, mais ce qui est plus agréable, c'est de le voir opérer en réalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sur mon site pour faire une demande de devis, voilà, et je mets ma entreprise test qu'il me faut, donc 2000 pièces de capote de verre personnalisée. Donc je clique sur envoyer. Là, le workflow va s'exécuter. Si je vais dans les exécutions, vous voyez qu'il est en cours d'exécution. Ça, c'est toutes les fois où il a travaillé pour moi sans que je ne fasse rien, finalement, une fois qu'il a été déployé. Et pendant que ça s'exécute, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc là, le seul endroit où il y a de l'IA, c'est ici, avec le module qui s'appelle L-Calculator, qui est en fait une série de règles avec mes prix et mes conditions pour que l'IA choisisse le prix. Si le client ne demande pas la bonne quantité de produits, il y aura un mail pour lui dire qu'il faut qu'il commande plus. Ensuite, là, c'est toutes mes variations de type de produit. Et donc, ça va choisir de mettre à jour la bonne feuille, de la télécharger, de préparer un email avec un texte qui est déjà rédigé, tout qui est déjà bien mis au propre, et de mettre à jour le CRM. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir. Déjà sur le CRM, on peut voir que Jean Dupont fait bien partie du CRM. La fiche a été inscrite automatiquement, aucun effort à faire. Et quand on va voir dans les brouillons de mail, le devis avec le mail est déjà prêt. Il y a un autre process automatisé évidemment pour enregistrer la commande, pour émettre la facturation pour tout le cycle commercial. Et le devis PDF est prêt avec la bonne quantité, le bon prix. Donc là déjà, on a de nombreuses minutes gagnées. Hein, sur 5 demandes de devis par jour, 15 à 20 minutes de gagnées par demande de devis. Donc on peut dire que c'est 1 heure par jour qui a été déjà gagnée juste à automatiser cette tâche. Mais comment elle va s'articuler avec la passation de la facture électronique obligatoire avec toutes les plateformes sur lesquelles il faut qu'on s'inscrive moi, mes factures, je les fais avec Conto. Pareil, même il y a Pennyline, il y a plein de plateformes qui ont une API, donc qui peuvent récupérer ces données, qui sont déjà conformes. Donc là, c'est pour faire le devis. Et après, c'est le process suivant, c'est un autre process automatisé. Mais pareil, quand mes clients ils valident une commande, ils mettent leur nom, leur adresse de livraison, facturation, SIRET, tous les trucs que j'ai pas envie de faire. Ils le remplissent, ils drag and drop le devis qu'ils veulent valider. Ils cliquent, ils reçoivent un lien de signature électronique. Ça remplit automatiquement une ligne avec tous les détails sur mon tableau de suivi des commandes. Et à partir de toutes ces données-là, j'ai tout ce qu'il faut pour facturer. En un clic, je facture, ça crée la facture sur Conto. Donc pareil, ça c'est des trucs, je perds pas de temps à faire ça. Voilà, ça c'est un peu le corps de valeur, parce que là on a parlé d'outils, de techniques, ce qui est impressionnant, mais ce qui est vraiment vraiment impressionnant, ce qui vaut le coup d'être, ce sur quoi il faut être impressionné, c'est pas sur ça, c'est
sur comment on en tire profit concrètement. Et pour ça, donc déjà, il y a un premier point, ce que je vous disais, c'est une démarche de progression, une démarche d'apprentissage. Prenez des outils, résiliez-les, formez-vous, accordez un peu de temps à ça. Et surtout, ayez cette vision d'architecte sur votre boîte. C'est quoi vos process? Même répondre à un mail, si c'est un peu toujours les mêmes, ça peut être un process. Faire sa prospection, faire ses devis, factures comme on l'a vu là, enregistrer une commande, onboarder un nouveau collaborateur, un nouveau client, relancer ses impayés. Ça, c'est un truc que tout le monde a besoin de faire. Faire une newsletter, une veille, la production documentaire, des contrats, des rapports, créer du contenu sur les réseaux sociaux, votre SAV, un accueil téléphonique. L'IA, ça marche bien pour la redirection téléphonique. Bon, une voix un peu d'IA, oui, pourquoi vous appelez, vous voulez quoi, prendre un rendez-vous, ça c'est ok. Par contre, la prospection des appels sortants, c'est catastrophique, hein, ce jour en IA. Mais vous voyez, c'est pareil, faut être fin. C'est pas, je fais tout en IA, je fais ou j'automatise tout, ou je fais tout moi-même parce que j'y crois pas. Faut avoir un équilibre qui vous correspond. Et voilà, la prise de rendez-vous. Demandez-vous qu'est-ce que je fais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les heures, même tous les ans. Les choses qui se répètent. Et voilà, prenez-en note pour documenter vos process et pouvoir les automatiser. Après, ça va vous donner une vision là vraiment un peu plus architecturale avec votre entreprise, sa raison d'être. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le but? Est-ce que je veux être le plus rentable possible, avoir une vision, qu'est-ce que je veux délivrer à mes clients, est-ce que je veux faire quelque chose d'exponentiel ou un projet un petit peu plus familial, voilà, c'est un peu personnel, c'est ce pourquoi votre entreprise existe, mais l'IA doit le savoir parce que les conseils ne seront pas les mêmes en fonction de ça. Et donc du coup après vous découpez un petit peu par pôle comment se forme, comment se structure, s'architecture votre entreprise. Et dans chacun des pôles, vous allez avoir des process récurrents qui reviennent. Et sur chacun de ces process, on va pouvoir faire un travail d'automatisation, d'implémentation de l'IA. Ça suppose que tu écris tes process quelque part. Et les process, je les ai tous, mais ils sont marqués dans ma tête. Et ben voilà, on y vient. Et ça, c'est la valeur le plus important. Pourquoi j'ai pas écrit process? J'ai écrit SOP. SOP, ça veut dire quoi? C'est un document. En fait, c'est un document pour témoigner, pour écrire ses process. Et ça veut dire standard operating procedure. C'est quelque chose qui est normé, voilà, norme ISO, sur le fait de documenter ses process. Franchement, moi aussi, j'ai une petite boîte, j'ai 4 ou 5 personnes quand il y a un alternant. On n'a pas besoin d'avoir un truc de fou avec un chemin critique et de passer des heures à faire ça. Mais déjà, juste sur vos principaux process qui se répètent souvent, ayez une checklist. Et essayez de les faire systématiquement de la même façon. On parle même pas d'automatisation là. Juste documenter les choses et les faire de manière standardisée. Ça fait déjà augmenter la valorisation de ce que vous faites parce que quelqu'un peut le faire à votre place. Et ça vous fait gagner du temps parce que les tâches standardisées s'exécutent mieux, même par un humain, que quand elles sont un peu en bordel. Un coup le matin, je le fais comme ça, après-midi autrement. Et donc, vous pouvez vous remplacer. Et vous remplacez par un remplaçant parce que vous lui donnez le document, il pourra beaucoup plus vite être opérationnel. Et par une automatisation, parce que ça se fait toujours de la même façon, donc on peut automatiser. Et après, il y a un autre type de document. Donc là, la partie technique qui vient se greffer à votre process, ça, c'est plutôt ma partie, ce que je soumets aux entreprises avec lesquelles je travaille pour qu'elles me donnent leur validation technique avant de passer au développement. C'est un PRD, Product Requirement Document. Est-ce que cette vision technique match avec votre process? Donc ça, c'est plutôt l'entrepreneur, ça, c'est plutôt le technicien qui va le faire. Et le PRD, c'est la description technique. Ça peut être un workflow N8N, ça peut être une app, ça peut être un flux Zapier. Au final, on s'en fout de l'outil. Ça va dépendre de qui fait quoi, quelles sont les circonstances de la boîte. Ce qui compte, c'est le process. Et donc voilà, ça c'est un peu la base, c'est cartographier, standardiser, automatiser, ajouter de l'IA avec une matrice effort impact. Donc on se focus d'abord sur les trucs qui sont un faible effort technique, un fort impact opérationnel. Et après, il y a des projets où c'est plus dur techniquement, mais ça a aussi un fort impact. Les trucs qui n'ont pas d'impact et qui sont durs techniquement, on s'en fout. Pas obligé de tout automatiser, de mettre des robots partout.
Matrice urgent, pas urgent. Exactement, c'est ça. Ça, je sais pas si j'aurai le temps d'y aller là, mais c'est la description de tout mon processus de prospection commerciale, donc enrichissement des leads, des données centralisées sur Airtable, Aircall qui appelle avec l'outil avec lequel on appelle et dont on a tous les transcriptions du coup d'appels téléphoniques, le rendez-vous. L'idée, pour aller rapidement, c'est que le commercial chez nous, il a cette vision de fiche client en fait sur Airtable. Et lui, il a aucune question à se poser parce que le process, il est standardisé. Il appelle, il connaît son pitch. Oui, bonjour, travaillez à la CPM, vous menez des actions de prévention. Est-ce que vous pourriez être intéressé par des produits de prévention personnalisés? Bon, bah là, il peut se passer quoi maintenant qu'il lui a fait son pitch? Soit la personne est intéressée, dans le cas, on se clique sur programmer Gmeet, on met 1 heure, etc. Et là, directement, en un clic, on a l'invitation Google Meet qui est envoyée et un mail. Donc voilà, c'est pas le temps de faire l'invitation Google Meet, d'écrire le mail, c'est catastrophique en productivité. Soit la personne n'est pas intéressée, dans ce cas ça passe en refusé, c'est une liste qu'on rappelle pas. Soit la personne est vaguement intéressée, dit ouais bon bah ok j'ai pas le temps de prendre un rendez-vous mais envoyez-moi un mail de présentation, un truc qui arrive. Bon bah ok ça clique, il y a le mail de présentation qui est déjà prêt, personnalisé avec le prénom de la personne, etc. Ça s'envoie tout seul. Ou alors contact mail, ça c'est quand en fait au bout de 2-3 appels ça répond pas. Bon bah voilà, j'ai essayé de vous appeler, veuillez me recontacter, tout ça. Donc ça c'est en fait pourquoi? Parce qu'on a itéré, il y a quand même un petit peu une partie de bac à sable où on voit ce qui se passe pendant quelques semaines. Bon ok, on a standardisé le process. Ce qui se passe systématiquement c'est ça. Donc on va pouvoir le documenter et mettre des automatisations par-dessus et gagner énormément de temps. Avec moi, je suis sûr que j'ai 2 commerciaux qui font ça, qui font des appels, et qu'avec ce type de système, on est plus productif que 4. C'est sur Aircall justement où tu arrives à gérer le lien avec Google Meet Non, ça c'est l'interface c'est Airtable, mais ça peut être Notion, ça peut être une app que vous avez développée vous, ça peut être dans l'absolu des boutons sur un clavier. En fait, c'est chacun ses outils. Moi, je suis pas là pour vendre un setup. C'est m'adapter à vos process à vous et vos outils. Donc en fait, on pourrait, une fois qu'on a fait toute notre architecture, cartographie, etc., même demander à l'IA qu'est-ce qui pourrait être le plus cohérent comme outil. Moi, je fais souvent ça, oui. Ouais. Ok. Et après, bon, faut quand même avoir un point de vue critique parce que des fois, on peut s'embarquer dans des sacrés trucs à aussi écouter l'IA. Pour moi, ce qui manque à l'IA aujourd'hui, elle a toute la connaissance, mais ce qui manque, c'est l'expérience. C'est qu'elle n'a pas vécu la chose. Donc elle se rend pas compte de « ouais mais non ça va pas m'aller pour telle ou telle raison ». Alors plus elle aura de contexte et plus ça va se rapprocher d'une forme d'expérience, mais elle a quand même pas été en vie en fait. Et tu penses que ça va être possible à un moment donné qu'elle peut avoir cette expérience? Bah en vrai, je pense que quand on regarde les résultats qu'on a déjà, si nous-mêmes on analyse par le prisme qu'on attendait d'une machine il y a 3 ou 5 ans, on se dit waouh, elle est vivante en fait. Déjà maintenant en fait. Mais maintenant en fait aussi on s'habitue et on est de plus en plus exigeant. Donc les réponses, si on vous donne Claude en 2010, mais vous faites quoi en fait? Vous dites c'est quoi ce truc? Et parce que vous dites c'est déjà vivant. Mais sauf que maintenant comme on est habitué à tout ça, on a des exigences qui sont de plus en plus hautes. Après, c'est de paramétrer peut-être aussi pour que ce soit plus simplifié dans l'approche. Moi, j'utilise alors peut-être 1% de notions, mais pour moi, ça devient des choses beaucoup trop complexes et je vais trop me perdre. Tu vois, aller chercher sur comment mieux automatiser, aller pousser la chose plus loin. Donc, je pense que des fois, il faut aussi un peu plus de simplicité pour que ce soit plus efficace concrètement dans notre approche et dans notre besoin. Sur ça, ouais, j'ai deux phrases qui me viennent en tête. C'est « fait, c'est mieux que parfait » et « le mieux est l'ennemi du bien ». Donc, à un moment, tu vois, tu fais et puis sinon, quand il y a des projets où vraiment il faut structurer, il faut mettre de la technique, il y a une vision, il y a de la rentabilité à terme, du coup, c'est là où j'interviens dans les boîtes. Ouais. Si tu veux faire un truc, tu veux l'automatiser toi-même, tu veux te lancer, fais un truc sommaire, vas-y, ça marche, on y va. Et puis après, tu dis, OK, mais là, on a réussi à faire ça. Je vois le potentiel qu'il y a si on fait sur tous nos process ou si on va beaucoup plus loin techniquement. Et du coup, c'est là que j'interviens. C'est déjà, si tu fais les 20%, ça te permettra déjà de gagner un gap. Moi, j'évite, et parce que je l'ai fait cette erreur par le passé, de travailler avec des gens quand on revient sur la pyramide, avec des gens qui sont là.
Parce que les gens qui sont là, ils sont comme l'IA qui n'a rien vécu, tu vois. Ils se font une illusion de ce qui est possible, de ce qu'ils veulent. Ils savent même pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors que si la personne, elle est un peu entre niveau 1 et niveau 2, qui a commencé à foutre un peu le bordel dans ses outils, elle va sentir ce qu'elle veut. Et là, c'est beaucoup plus agréable de travailler. Ça, c'est un peu, pour vous mettre un peu un faux mot, c'est, admettons, vous avez une boîte, vous avez 4 employés, vous les payez chacun 30 € de l'heure chargée. Et ils perdent 2 heures par jour à faire des tâches répétitives, quelque chose qui est pas vraiment dans le cœur de la valeur que pourrait apporter un humain, qui est pas dans la réflexion, qui est pas dans la stratégie, qui est pas dans l'exécution fine et experte d'une tâche. Et dans ce cas, vous perdez 2 heures par jour, ce qui est très conservateur. Et chargé à 30 € de l'heure, ça fait que vous perdez donc 240 € par jour avec 4 salariés, 1 200 € par semaine, 5 280 € par mois. Et 54 000 € par an d'heures qui sont mal allouées parce que vous n'avez pas automatisé vos process. Je peux vous garantir que automatiser avec moi, ça coûte moins que 54 000 €. Moi, j'ai une question parce que, comme beaucoup, je perds beaucoup de temps sur tout ce qui est ma comptabilité, c'est-à-dire que je suis en frais réels et à la TVA, donc chaque fin de mois, je dois pointer mes dépenses, vérifier que j'ai bien les reçus, et j'y passe quasiment une demi-journée. Ouais. Ça, c'est des trucs que je pourrais automatiser ou pas? Moi, ça, j'ai réussi à l'automatiser à 90%. Parce que j'ai mes factures, en plus j'avais un système de caisse que j'ai viré parce qu'il coûtait trop cher. Ouais. Donc j'ai les clients qui me payent en carte bancaire et en espèces, Okay. c'est centralisé sur mon SumUp. Ok. J'ai les clients qui vont payer par virement, auquel cas là je fais une facture. Ok. À la fin du mois, j'ai rien qui me centralise, je suis obligée de tout aller faire à la main, j'y perds un temps fou. Alors, il y a 2 choses. Il y a les factures que vous faites sortir. Donc ça, je pense, il y a des choses à faire en ayant, par exemple, des produits standardisés. Et donc, du coup, on émet une facture, on met des quantités. Vous voyez, la standardisation aussi de l'offre, c'est important. Et si vous faites un truc sur mesure à chaque fois, forcément, il faut créer une facture sur mesure à chaque fois. C'est un peu le problème. Et donc, il y a ça. Et aussi, un truc, moi, c'est aussi, comme j'ai une société, j'ai un e-commerce, j'ai beaucoup d'abonnements. Vous voyez, j'ai des choses qu'on achète, des fournisseurs, des matériels. Et toutes ces factures, en fait, il faut les collecter pour la TVA avant la fin du mois. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que donc toutes les factures, en fait, j'ai un agent qui même tout le temps, en fait, lit mes mails et les labellise, les catégorise. J'ai une douzaine de catégories d'emails, dont les factures. Et quand l'IA voit que le mail que j'ai reçu va dans la catégorie facture, j'ai le label facture, donc j'ai une automatisation qui se lance pour tirer la pièce jointe et la mettre sur Conto. Ah oui, parce que moi, actuellement, je prends le mail, j'enregistre la pièce jointe, je le mets dans mon cloud, et à la fin du mois, je vérifie que j'ai bien toutes mes factures. Donc, quand j'achète sur Amazon, j'ai pas de mail. Ouais, et ça, c'est vraiment, c'est les factures une fois sur 2. C'est le point mort. Après, avec Conto, c'est vraiment bien, c'est qu'ils ont, Amazon, ils ont un connecteur, il y a quelques shops comme ça, on peut aussi la récupérer comme ça. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit, ce process, j'ai réussi à l'automatiser à 90% parce que j'ai un truc, par exemple, c'est Free. J'ai des abonnements téléphoniques Free. Et ça m'embête parce qu'ils envoient pas de mail avec la facture en pièce jointe. Donc, je suis obligé d'aller dans l'application. Mais ça, du coup, c'est une facture sur 10 que je fais, alors qu'avant, c'était toutes. Et c'était une catastrophe. Donc, voilà. La facturation électronique carrément. Mais ça, du coup, moi, je pense qu'ils vont quand même nous demander les deux. Hein. C'est-à-dire de justifier chaque ligne et qu'en plus, non, du coup, il n'y aura pas besoin. Et puis, pour les factures d'achat, c'est un peu trop tard pour automatiser. Et si... Parce qu'en septembre, ils demanderont plus? Bah, ça dépend pour qui, mais alors les petits tickets, ça va rester pénible. Et normalement, les grands groupes, alors si tu achètes chez Steph par exemple, bah, il faudra avoir la facture parce qu'elle n'est pas encore élective. Ouais. En septembre, Free et tout, ils vont devoir s'y mettre. Ok. Bah, je suis pas du tout expert du sujet de la facturation électronique, mais tant mieux, du coup. Moi, je fais beaucoup ça pour mes clients et je sais que l'automatiser, pour moi, c'est trop tard. Il faut aller avant. Ok. Parce que là, l'automatiser maintenant, c'est... Dans quelques mois, il n'y a plus... c'est l'État qui va le faire pour moi. Après, ouais, peut-être après, il y aura quand même, du coup, les petites boîtes et aussi si vous achetez des choses à l'étranger qui sont pas soumis à ça, ouais. Oui, il y aura quand même un petit peu, mais beaucoup moins quand même. Ok. Et donc, bah voilà, pour finir, on a vu les concepts d'IA, d'automatisation. Je vous invite à vous former à utiliser plus ces outils d'IA, surtout à adopter une vision d'architecte sur votre boîte, sur vos process. C'est le plus important. Et puis, voilà, si vous voulez avoir quelques ressources comme un exemple de SOP et un skills que vous pouvez utiliser, en fait, sur Claude ou ailleurs
pour faire un SOP. Donc vous lui parlez, vous lui décrivez votre process, il va vous aider à le documenter. Vous pouvez accéder avec le QR code. Et pour faire un audit dans votre entreprise, bon, en vrai c'est 700 €, mais c'est avec j'avais fait cette présentation pour un autre réseau, et du coup il y a une petite promo, vous pouvez la garder si vous voulez. Et donc pour faire un audit, c'est une demi-journée dans votre entreprise où justement on fait cet effort de cartographier tous vos process, de lister ce que vous faites de façon récurrente, de voir quels outils vous utilisez et d'identifier quelles sont les meilleures pistes, les automatisations qui vous feraient gagner le plus de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Voilà. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous aurait une question pour finir un petit peu cette présentation? Ouais, moi j'en aurais deux si c'est possible. Allez. La première sur les données. Sur les données un peu sensibles, moi c'est le cas avec des clients. Ouais. C'est quoi tes recommandations par rapport à ça Alors, j'ai deux réponses. Des questions, deux réponses. Pour cette première question, la première réponse, c'est la réponse cynique. Tu es déjà sur Microsoft, tu utilises déjà Outlook, tu utilises Google, Gmail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn depuis des années. Les GAFAM, ils connaissent déjà tout ton réseau pro et perso. Ils ont toutes tes données déjà et l'IA a été entraînée avec. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que c'est pas une fatalité pour autant, il y a quand même des solutions. Notamment des outils open source qu'on peut héberger où on veut. N8N. Des LLM français. Mistral. Donc déjà, tu sais, tu commences à faire un setup où tes automatisations, c'est un outil open source et tes appels API, ça va chez Mistral, ça commence à être un peu plus propre. J'aurais tendance à penser que, en fait, ils savent déjà tout, quoi. Donc, bon, voilà. Est-ce que, ça dépend. Est-ce que tu penses que en fait, pour moi, c'est même pas une démarche de protection des données, c'est une démarche commerciale. Est-ce que tu penses que pour tes clients, pour tes cas d'usage, ça vaut le coup de mettre une petite couche de complexité supplémentaire pour leur prouver que tu es conforme à leurs exigences? Mais protéger les données, elles sont toutes... on ne possède rien dans ce bas monde, hein, je peux vous garantir. Non, je suis d'accord, mais tu as quand même des informations, moi, dans mon secteur financier, familial, etc., où c'est pas forcément sur LinkedIn, c'est pas forcément sur les réseaux. Et là, oui, c'est un peu plus sur les données, tu vois, c'est un peu plus poussé. Et très concrètement, des avis d'imposition, ce genre de choses, tu as quand même des données sensibles. C'est plus ce côté-là, moi, qui me... Après, même, il y a pour te dire, même des données ministérielles qui fuitent et des mecs qui ont de la crypto qui se font couper un doigt. Tu vois, je veux dire, c'est à l'abri nulle part, au final. Complètement, mais comment nous, en tant que débutants, on peut aussi anticiper un peu ce point-là pour se protéger un peu mieux ou que ce soit, plus déjà, tes données, elles sont stockées où? C'est un serveur en local? Ouais, en disque dur. Ok, du coup, ton N8N, ton orchestrateur, il peut aussi être dans ce même serveur local. Et quand tu as besoin de faire appel à une IA, là, il y a deux options. Le commun des mortels dirait Mistral. Oui, c'est français, c'est très bien. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec Microsoft en parallèle de Mistral. Et de façon assez contre-intuitive, quelque chose qui permet de mieux protéger ces données, c'est d'utiliser des LLM chinois. Parce que, en fait, ils ont fait beaucoup d'outils pour un peu disrupter l'industrie américaine. Ils ont fait beaucoup d'outils open source. Et il y a des providers qui font tourner du coup du DeepSeek, du Kimi K2, c'est des modèles chinois qui sont puissants et qui sont dans des containers où, normalement, d'après leurs engagements, ils ne gardent pas tes données. Donc, c'est-à-dire qu'ils traitent l'IA du coup en local sur leur serveur, va traiter du coup l'appel API que tu vas faire, la requête, mais ne va pas garder ni l'input ni l'output. Donc, voilà, c'est pareil. Après, tant que la machine, elle n'est pas chez toi, en local, et encore, même si tu fais ça, il paraît que sur les puces, il y a des backdoors et que s'ils veulent y accéder, ils peuvent... Tu vois, c'est sans fin, cette histoire. Bien sûr, je suis d'accord. Donc, il y a un intérêt, oui, de précaution, mais pour moi, c'est quand même principalement, OK, est-ce que je vais faire des efforts, je vais déployer un peu plus de moyens, un peu plus de complexité technique, mais le bénéfice, c'est est-ce que mes clients, il y aura un reward de mes clients pour ça? Ou est-ce que je me prends la tête pour rien? Ok, merci pour ta réponse. Et la deuxième question? Ouais, j'ai le droit. Non, la deuxième question, c'est assez simple, c'est que, alors voilà, je parle pour mon cas, mais j'utilise aujourd'hui le Workspace de Google. Ouais. Donc j'ai accès à Gemini Pro directement. Ok.
Est-ce que pour toi ça fait sens de garder sur cette même suite Google entre l'IA et ce qu'on utilise, Google Meet, Gmail, etc. Ou alors on est un peu trop dans la même bulle et ça serait bien de sortir avec une autre IA? Est-ce que tu as une réponse sur ça? En fait, si tu me demandes est-ce que les autres sont plus puissantes que Gemini, pour un usage commun, c'est-à-dire avoir des idées, analyser des transcriptions d'appels, etc., la plupart des IA sont très bien, sont très puissantes. Par contre, ce que je te recommande, c'est juste, si tu veux utiliser Gemini comme stack principal, parce que c'est plus pratique, parce qu'il y a déjà l'abonnement, etc., parfait. Mais aie quand même cette curiosité. Crée-toi un autre compte, va sur OpenRouter, teste différents outils. Voilà, cette approche de formation, il faut quand même l'avoir. Si tu veux garder Gemini en outil principal, c'est très bien. Ok, super, merci. Tu as testé combien d'outils? Parce que par exemple, parmi, je sais pas, Gemini, ChatGPT, Claude, ton expérience, je veux dire, ton retour d'expérience, qu'est-ce qui... Pour moi, quand même, alors, ouais, Claude, c'est quelque chose, ouais. Claude, c'est vraiment fort. Ça va très très loin, c'est très puissant. Et surtout, on peut l'utiliser dans son terminal. Alors, j'ai pas parlé de ça, mais là, c'est pas un chat, c'est vraiment Claude qui prend possession de l'ordinateur, qui a accès à vos fichiers. C'est un peu comme Cowork, si vous avez pu tester. C'est quoi la différence entre Claude et Claude Cowork, justement? Voilà. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle un CLI, Command Line Interface. C'est-à-dire que le LLM, il est plus seulement dans un environnement cloud sur Internet, mais il a accès à votre environnement local sur l'ordinateur. Et donc, à tous vos fichiers. Donc, par exemple, si vous mettez 300 fichiers PDF dans un dossier, vous lui donnez accès, il pourra les utiliser pour travailler. Et donc, du coup, Claude, voilà, Cowork, c'est une version un peu plus jolie d'un CLI. Mais le CLI original, c'est Claude Code. Et moi, c'est avec ça, je fais des applications. Et là, on part sur du code, hein. On part sur, je peux faire la même chose, je coder Notion avec Claude Code. Mais là, c'est des sujets plus un peu pour des confrères, j'ai envie de dire, des gens qui ont envie de faire vraiment de l'IA. Quand je fais un hackathon ou quand je fais une conférence à la No Code Week en Allemagne, je parle de ces sujets-là. Pour des entrepreneurs, là, je pense que bon, faut pas se prendre la tête avec ça, hein. Juste Claude, ça suffirait. Claude, Cowork, c'est cool. Cowork. Si vous voulez aller un peu plus loin, Cowork, c'est cool. Et ce que moi j'uttise, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, termine, je comprends. Non, mais question sur l'expérience personnelle, voilà, par rapport à, justement, puisque j'imagine que tu as testé plusieurs avant d'en arriver à telle chose. Comme tu as dit, je teste. Voilà, donc, c'était un retour d'expérience personnelle par rapport à l'utilisation que tu fais. Voilà, est-ce que c'est... Par exemple, moi, je n'ai pas du tout adhéré à Gemini. Mais tu vois, du coup, tu veux protéger tes données, tu veux les envoyer à Google. Donc, non, mais c'est pas... Là, aujourd'hui, je mets rien de confidentiel, tu vois, mais c'est justement pour aller plus loin. Si tu as un peu peur, dans ce cas, que tu as des documents confidentiels, mais que tu veux quand même les analyser avec l'IA, ce que tu recommandes, c'est que tu les anonymises. Ouais. Tu caches le prénom, le nom, et tu traites la donnée sans voilà. Après, à un moment donné, avec ton IP, ainsi de suite... C'est ça, c'est que c'est sans fin, cette histoire de protection des données. Voilà, c'est déjà, il te connaît déjà. Donc le nombre de temps que les cartes bancaires... C'est juste des couches. On peut ajouter des couches de protection supplémentaires. Et c'est à quelle couche ça devient pertinent pour mon marché par rapport à ce que veulent mes clients et à partir de quelle couche ça devient de la paranoïa. Juste ça qu'il faut dire. Et ça n'enlève pas quand même la fuite de données, même dans les... C'est impossible. Dès que c'est informatique, il peut avoir une faille. Tout simplement. Et j'avais essayé, j'y connais rien, j'ai vite arrêté, mais je travaille beaucoup avec Notion. Ouais. Là, je suis passée à la formule gratuite, mais est-ce que tu crois que ça vaudrait le coup justement de faire des automatisations? Parce que moi, quand je reçois par exemple des demandes de devis pour des commandes sur mesure, en fait, j'ai pas d'endroit pour les stocker, donc je cherche des informations dans le mail, je reprends tout manuellement. Je perds un temps fou et j'aimerais bien gagner du temps là-dessus, je sais pas trop comment faire. Et le premier réflexe ça peut donner envie quand on voit ces choses-là, ne vous dites pas est-ce que je peux faire une automatisation, mais comment je peux avoir une meilleure vision d'architecte sur mon entreprise et documenter mes process. Dès lors que vous avez ça, tout à l'heure tu me disais mes process sont dans ma tête, dès lors que tu auras fait sortir tes process de ta tête, automatiser c'est beaucoup plus simple. Mais la base de la base, c'est documenter quels sont mes process, quels sont mes pôles, quelle est mon organisation. Et après... Le problème que j'ai, tu vois, par exemple, au niveau des demandes de devis aujourd'hui, ça arrive de tous les côtés. Ça arrive de WhatsApp, ça arrive d'Instagram, ça arrive des coups de fil, ça arrive des mails. Il faut que je retrouve l'information déjà de savoir où j'ai reçu ce machin.
Là, on pourrait faire un super truc. C'est déjà, pour moi, il y a une logique de standardisation de l'offre. C'est que dès lors que tu commences à avoir plus que quelques dizaines de clients, tu peux pas tous leur faire un truc personnalisé. Ah, mais je vais arrêter ça, mais j'en ai encore. Voilà. Faut quand même que je réponde. Et bah, des fois, faut pas avoir peur de dire, bah écoutez, je fais plus ça. À la limite, tu fais de la demi-mesure. Voilà, je t'écris ton prénom sur ce truc. Mais par contre, non, c'est telle offre. Et c'est comme ça, et c'est tel prix. Et c'est standardisé, c'est pour tout le monde. Et je t'envoie un formulaire et tu cliques ici et tu commandes en carte bleue. Okay. Tu vois. Non, mais il a raison. C'est pour ça que j'ai revu tout mon modèle économique parce que je faisais que ça. Non, mais tu dors plus après si tu fais de la personnalisation pour tout le monde. Puis les gens veulent du personnalisé, ils veulent pas payer, donc non, c'est infernal. Donc, documentation, standardisation et ensuite automatisation. C'est possible de faire sur mesure, ça. Quand tu es dans le prix du produit, tu peux quand même automatiser. Bah, certaines tâches, mais tu auras beaucoup plus de peine parce que quand c'est pas standardisé, en fait, c'est chaotique. Donc, automatiser le chaos, ça fait juste du chaos carré, en fait.